Pour notre grand retour à Virage cette semaine, nous avons en studio la Mercedes CLA 53 AMG. Plusieurs sujets à discuter avec Marc et Jacques. On va parler de la potentielle fusion entre Honda et Nissan, Mitsubishi, bien sûr, par le fait même. Et aussi, on va parler de la fin des fameuses subventions et du chaos que le gouvernement du Québec est en train de créer dans l'industrie automobile. Plusieurs nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Et à la fin de l'émission, on répond à vos questions. Tout cela Virage dans un instant. Virage Auto est propulsé par IA Assurance Auto et Habitation. Alors, bien heureux de vous retrouver et de retrouver mes amis. Jacques, bienvenue. Marc Bouchard, salut. Salut, Daniel. Ça va bien? Oui, très bien, merci. Bonne année à vous, messieurs. Merci, Daniel. On va avoir plusieurs sujets à suivre au cours de 2025. Ça risque d'être une année assez mouvementée, oui, effectivement. J'ai hâte qu'on parle de nos prochains sujets à venir à l'émission. Mais avant, Marc, t'es arrivé avec cette Mercedes CLA 53 AMG, un coupé sport de haute performance. Tu connais mon esprit de sacrifice, alors je me suis sacrifié pour vous et je me suis revenu avec. Écoutez, il faut que je précise que j'ai roulé avec cette voiture-là dans toutes sortes de conditions. J'ai eu l'occasion de l'essayer sur de l'asphalte. J'ai eu l'occasion de l'essayer dans des circonstances beaucoup plus neigeuses. C'est un véhicule qui est à la fois un coupé sport, mais à la fois une routière surprenante en termes de confort. Évidemment, on parle quand même de puissance. Hein? C'est un AMG, donc ça vient avec, c'est la 53. Moteur 6 cylindres en ligne, ce qui est quand même étonnant, 3 litres, 443 chevaux, ce qui n'est pas rien non plus, 413 chevaux, 413 les pieds de couple, 0-100, 4,2 secondes. C'est parfait. Mais Marc, au-delà des performances, parle-moi de la douceur du moteur. Quand tu démarres le véhicule, on dirait que tu as un 3 cylindres sous le capot. C'est là que j'en venais. C'est que pour tirer vraiment le maximum et aller te persuader que tu as tout ça sous le capot, tu dois jouer avec les modes de conduite et le mode d'échappement pour vraiment entendre la sonorité. Parce qu'autrement, quand je parlais d'une grande routière, c'est effectivement le cas. C'est un véhicule qui est ultra confortable, qui a des suspensions adaptatives, qui est super bien insonorisé, qui a un moteur qui est d'une grande douceur, qui répond très bien à la moindre sollicitation. Honnêtement, c'est un véhicule qui m'a beaucoup surpris parce que la classe C, que l'on connaissait, était un peu plus brutale là, quand on arrivait dans les versions AMG. Alors que celle-ci, honnêtement, c'est un autre monde. C'est quelque chose de surprenant. Quelque chose de pas donné, on va se le dire. Celle qu'on a en studio est à 80 900 de prix de base, mais comme tous les véhicules allemands, elle arrive avec un catalogue complet d'options qui la monte à 103 000 quand même. Autre détail, 4MATIC, c'est vrai, donc rouage intégral comme on le connaît du côté de chez Mercedes. Par contre, bien sûr, il y a un biais vers les roues arrière. C'est une sportive, donc on a voulu quand même la rendre un peu plus permissive, ce qui fait que dans la neige, si vous n'utilisez pas le mode neige, ça se peut que vous fassiez le saut de temps en temps parce qu'effectivement, elle agit un petit peu comme une propulsion. Donc, j'ai eu l'opportunité de rouler sur autoroute, entre autres, au moment où il y avait peut-être un déblaiement aléatoire, je dirais. Donc, quand j'ai changé de voie, j'ai vraiment senti qu'elle me donnait de la latitude, mais c'est pas nécessairement ce que tu souhaites dans une tempête. Alors que quand tu le mets en mode neige, c'est ultra précis, ça tient la route et vraiment, honnêtement, c'est spectaculaire. C'est un véhicule que j'aime beaucoup au niveau de la mécanique. Je vais laisser Jacques parler parce que je vais revenir parler de l'infodivertissement, puis je suis peut-être un peu moins convaincu. Et de l'intérieur, que moi, je trouve que ça vieillit du côté de chez Mercedes. Alors, Jacques, ton impression de ce véhicule? Bien, ça vieillit fort probablement, comme tu dis, mais je la trouve très belle, très jeune, très moderne comme véhicule, comme design. Comme design, elle est vraiment frappante. On sait que Mercedes, dans ce type de véhicule-là, il le fabrique en cabriolet et en coupé. C'est parmi les plus beaux dans l'industrie de l'automobile, selon moi. Mais juste à le regarder, on voit la qualité de construction, de fabrication, de matériaux, d'ajustement, la peinture.
cette voiture-là, elle saute aux yeux quand on la regarde tellement qu'elle semble parfaite, tu sais. Marc parle comment il a été surpris de voir un 6 cylindres en ligne. Moi, un 6 cylindres, pour moi, c'est BMW. Moi, mes 6 cylindres, la douceur, le rendement de ces moteurs-là, c'était extraordinaire. Puis là, Mazda est arrivé, aux autres aussi, avec un 6 cylindres, mais ils mettent pas ça dans un véhicule comme ça. Mais que Mercedes décide d'aller, parce qu'ils ont des V6 extraordinaires, qui sont déjà très bien équipés au niveau turbo, au niveau rendement, qu'on a vu dans les AMG un peu partout. Je m'attendais qu'on aurait monté à bord, justement, ce moteur-là aussi. Mais le moteur, je suis certain que ça donne un rendement tout à fait extraordinaire. T'en parlais, Daniel, au niveau du son. La voiture est tellement bien construite, tellement insonorisée que on n'a pas l'impression même que le moteur tourne dans la voiture. Alors, voiture agréable à voir, à regarder, voiture avec une boîte automatique à 9 rapports. Moi, je trouve ça drôlement intéressant, toute la puissance qu'il peut y avoir. Quand on monte à bord, toi, Daniel, tu trouves que c'est vieillissant? moi, j'aime tellement les intérieurs de Mercedes qui se démarquent des autres. Au lieu d'avoir des grands écrans qui font tout le tour, t'as peut-être la grande écran central qui est planté là sur la console. Mais ça fait pas mal. Selon moi, avec tout ce qui existe autour, les bouffes de chauffage, tout ça, j'aime ça. Au niveau de l'espace, tu as entendu que c'est un coupé. Alors, quand on achète un véhicule comme ça, on le sait que les gens qui vont monter à bord en arrière ne seront pas vraiment confortables. Si tu as des enfants, c'est pour eux autres, bien plus que pour des adultes. Et le coffre arrière aussi, qui est un petit peu plus grand que ce qu'on a eu antérieurement. Pas beaucoup, mais un petit peu plus grand. Je sais pas, tu vas remettre une pinte de lait de plus ou quelque chose de semblable. Mais c'est une voiture que j'aime beaucoup. Et Marc parlait de traction. C'est certain qu'à la température qu'on a, avec des pneus plus larges, dans de la neige, attelez-vous, vous êtes mieux d'avoir pesé sur le bon bouton pour avoir le confort. Non, mais à l'intérieur, c'est seulement qu'on commence à voir dans tous les modèles le même intérieur. Ouais. Du côté de chez Mercedes. Là, levier de vitesse, là, je pense que là, on est dû pour changer le principe du côté de chez Mercedes, arriver avec quelque chose de plus moderne. Et on avait déjà lancé un nouveau tableau de bord qui intégrait la console centrale et qui intégrait des écrans jusqu'à l'arrière. On l'a vite abandonné, probablement que ça coûtait trop cher à fabriquer. On est revenu en arrière ce qu'on avait lancé sur la classe S, parce que cet intérieur-là, c'est l'ancien intérieur de la classe S. Oui. Alors, on va arriver sûrement avec d'autres choses, mais on est dû pour nous amener de la nouveauté à l'intérieur du véhicule et un nouveau système, ou peut-être pas un nouveau, mais retravailler le système d'exploitation à l'intérieur. Oui, parce que le MBUX, il faut dire que nous, on a la version la plus sophistiquée du MBUX, donc avec la navigation, avec réalité augmentée et tout ça. Ça fonctionne relativement bien, mais les menus sont compliqués. C'est pas toujours simple. Moi, je fonctionne beaucoup avec Android Auto. Écoutez, pour m'en venir en studio, j'ai fait 2 heures de route. J'ai perdu 4 fois la connexion avec Android Auto. Ce qui fait que si j'étais dans un endroit que je connais pas, je perdais mon GPS 4 fois. J'avais le temps de me perdre en masse dans différentes routes. Donc, tu sais, il y a beaucoup de petits problèmes comme ça au niveau de ce système-là, ce qui est un peu dommage, parce que pour le reste, l'écran est absolument superbe. La caméra en avant, écoutez ça, c'est un gadget, là, mais j'adore ça. À toutes les fois que tu arrêtes à une lumière, la caméra avant s'allume pour te montrer où tu t'en vas. Et si tu as rentré ta destination, tu as les flèches bleues qui t'indiquent où tourner. Si tu te perds avec ça, c'est parce que tu as vraiment un problème. Mais honnêtement, ça, c'est bien fait, mais c'est complexe. Puis tu l'as dit, Daniel, peut-être pas aussi rapide qu'on le souhaiterait. Donc, on aimerait, même si on a la version la plus sophistiquée, on aimerait peut-être quelque chose peut-être d'un peu plus simple, puis qui va mieux répondre. Par contre, les commandes vocales sont exceptionnellement faciles à utiliser. Et tu dis, « Hey, Mercedes », elle te répond et elle va aller chercher. Le problème, c'est qu'il faut que tu aies un compte Mercedes Me, donc une espèce de compte, pour activer tous les trucs Internet. Donc, tu peux pas, comme certains systèmes qui utilisent Google, par exemple, tu peux pas faire une recherche par la voix. Tu peux pas dire, « Écoute, trouve-moi l'adresse de Télémag. Désolé, il faut que tu actives ton système Mercedes Me. » Ça, c'est un problème parce qu'évidemment, tu es obligé à ce moment-là d'aller jouer avec l'écran toi-même, ce qui entraîne différents problèmes, bien entendu. Autre détail, on n'en a pas parlé, roue directionnelle arrière,
Ça te donne un rayon de braquage qui est absolument ridicule. Tu peux littéralement faire un U-turn dans une place de stationnement. C'est vraiment très efficace et très pointu. C'est vraiment une belle voiture. Belle voiture, cette Mercedes. Absolument. Alors, merci, messieurs. Plaisir, Daniel. Plaisir. On se reparle tantôt. Merci. Plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour de la pause, on parle des subventions aux voitures électriques. C'est le chaos total au retour de la pause. CarExpert, l'expert carrossier, vous a présenté cet essai routier. CarExpert à la fine pointe de la carrosserie. Voici de retour. Le gouvernement du Québec a annoncé récemment qu'il allait couper totalement les subventions aux véhicules électriques à partir du 1er février. On avait déjà annoncé une réduction, vous le savez, à partir du 1er janvier, dont la subvention tombait à 4 000 et 1er janvier 25, ça va tomber à 2 000 1er janvier 26, il n'y en aura plus du tout. Mais là, on a devancé un peu le tout, messieurs, parce qu'on s'est aperçu que le compte de banque était vide. Mais là... Donc, on avait annoncé, évidemment, qu'on allait y aller de façon graduelle pour pas que le choc soit trop brutal. Mais finalement, on avait oublié de mettre à jour notre livret de banque. Fait que, en sachant que dans les derniers mois, évidemment, on voulait profiter des subventions, des pleines subventions. Donc, les gens ont acheté davantage de véhicules électriques, ont devancé leur achat. Et dans certains cas, bien, ça a fait en sorte qu'ils ont tout simplement décidé d'y aller vers la voiture électrique. Et là, on se dit bravo, félicitations. Mais ça a fait comme résultat que le compte de banque s'est vidé. Puis là, on doit arrêter de façon temporaire. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite, Marc? Ça, c'est la grande question. C'est 34,9 quand même d'augmentation de part de marché, les voitures électriques, dans le dernier trimestre. Écoutez, je comprends. Ça fait des mois qu'on fait des menaces à tout le monde que le 31 décembre, ça va être fini. Fait que c'est sûr qu'il y a eu une ruée. Il fallait s'y attendre. En janvier, on a gardé le 4 000 À partir du 1er février, on suspend pour 2 mois, y compris le programme pour les bornes de recharge à la maison. Parce que ça, c'est quand même important aussi. On donne plus rien pour l'électrification. Et le 1er avril, théoriquement, on devrait ravoir du budget et relancer le programme. Évidemment, on sait pertinemment qu'on sauve une porte là, pour prendre des décisions différentes le cas échéant. Surtout que, sans vouloir être méchant, le gouvernement n'en est pas à une première décision ridicule près. Ils ont annoncé la fermeture de ce programme-là la même journée où ils ont rendu plus sévère la loi zéro émission. Fait qu'ils forcent les concessionnaires à vendre plus de voitures électriques, mais la même journée, ils annoncent la fermeture des subventions pour 2 mois. Fait évidemment, on appelle ça un petit peu de l'incohérence. En tout cas, dans le message à tout le moins. Là. Tu sais, les fabricants ont fait leur travail parce que les fabricants ont envoyé davantage de véhicules au Québec que dans le reste des provinces. Donc, on a quand même favorisé le Québec pour recevoir davantage de véhicules électriques en sachant que c'était la province qui avait le plus d'incitatifs. Donc, les courses de concessionnaires regorgent de véhicules électriques par les temps qui courent, puis on le voit avec les promotions qui ont commencé à contrebalancer ce que le gouvernement a fait. Et là, on annonce qu'il n'y en a plus. Fait que là, qui va acheter un véhicule électrique en février et en mars? Personne ne va acheter de véhicule électrique. On va attendre de voir qu'est-ce qui va arriver le 1er avril, parce que là, au niveau du fédéral, le 1er avril... C'est aussi la date. On ne sait pas encore qu'est-ce qui va arriver. Donc, c'est certain qu'on va attendre la décision du gouvernement du Québec. Parce que si on prend possession puis qu'on renonce un 2 000, 3 000 ou qu'on remet le 4 000 à partir du 1er avril, ça ne sera pas rétroactif. Non. Donc, on va attendre tout simplement. Donc là, les concessionnaires vont être pris avec leurs véhicules dans les cours. On va payer de l'intérêt sur ces véhicules-là, puis on va attendre ce que le gouvernement fait. Et il y a toujours... On est vraiment incohérent. C'est le chaos total au niveau du gouvernement pour ce qui est des décisions. Et là, il y a les cyniques qui vont nous dire, oui, mais la subvention, dans le fond, on l'a donnée aux manufacturiers qui gonflaient leur prix. Ça se peut, je ne dis pas le contraire, mais arrêter le programme pendant 2 mois, ça ne sera pas suffisant pour inciter les manufacturiers à baisser leur prix.
Pas, en tout cas, pas de façon permanente. Ils vont Hyundai donner ont des réagi, incitatifs. là. On voit que Subaru ont réagi. Oui, ils donnent des taux d'intérêt plus bas. Ils vont remettre le 3 000 Volkswagen avec la ID4, ils remettent le 3 000 mais c'est pas permanent. C'est des choses temporaires. Donc, est-ce que ça va vraiment avoir un impact sur le prix des véhicules électriques? On pourrait en douter. Mais c'est sûr que... Puis actuellement, tu l'as dit, l'inventaire est énorme. Je disais à la blague avant, ça prenait 2-3 ans. Ça, c'est 2-3 heures avoir un char électrique, là. C'est assez rapide. Moi, personnellement, j'ai jamais été pour les subventions. Ça, c'est la première des choses. Pour moi, si je veux m'acheter une voiture, je m'achète une voiture. Je n'ai pas besoin de demander au gouvernement de me payer une partie d'une voiture. Je trouve ça, trouver ça ridicule. Je veux bien croire qu'on veut essayer d'être plus vert que ce que tous les autres pays ou les autres gouvernements ailleurs veulent faire. Et moi, je dis, moi, je suis pas prête à payer pour que tu t'achètes un véhicule électrique. Fait que, vous allez comprendre que je suis pas fort sur l'électricité. mais je trouve ça malheureux quand même qu'on ait... Le gouvernement du Québec avait décidé de mettre des subventions. Tous les prix des voitures ont tout augmenté par rapport à ça. Les concessionnaires, les manufacturiers ont demandé plus cher pour leurs voitures. Les concessionnaires n'avaient pas le choix de suivre. Alors, ils vendent des voitures plus chères, puis du jour au lendemain, pouf! Et là, comme tu disais, Daniel, on est obligé de ramener les voitures à un prix de base. Le gouvernement du Québec, le gouvernement canadien et les gouvernements jouent avec l'industrie automobile et utilisent depuis longtemps l'industrie automobile comme source de revenus. Ben oui. On taxe partout l'automobile, puis ça fait partie du budget. C'est tel que tel, on ne reviendra pas là-dessus, sauf que présentement, avec l'électrification, on n'est pas capable de prendre une décision et d'y aller avec cohérence. De jouer avec les subventions, qu'on en donne pour faire connaître l'électrification, tout ça, ça a été bon à un certain moment. Là, maintenant, on ne sait plus où aller avec ça. On ne sait plus comment faire en sorte de taxer l'industrie automobile parce que la loi zéro émission, c'est une loi qui, oui, on a une subvention, le programme Rouler vert, on donne une subvention, mais de l'autre côté, il y a un malus à l'industrie automobile qu'à chaque fois qu'on vend un véhicule à essence, on est pénalisé parce qu'il faut en vendre un électrique en même temps. Donc, on a un ratio, ce qui fait en sorte que des constructeurs comme Mazda, Honda payent des centaines de millions de dollars en pénalité en 2024. Donc, on va taxer et on va chercher de l'argent tout partout, ce qui fait que l'industrie, on ne sait plus sur quel pied danser. On n'a jamais vu le vrai marché de l'électrification parce qu'il a toujours été subventionné. Ça fait qu'on ne sait pas c'est quoi le vrai marché du véhicule électrique au Québec. Et un autre, c'est un libre marché. On est libre le fabricant est libre d'en vendre, puis l'acheteur est libre d'en acheter. Et là, on a un gouvernement qui nous force à acheter des véhicules électriques qui répondent aux besoins d'une partie de la population, mais l'autre partie, non. Alors, on met des objectifs 2035 qu'on va devoir revoir. Et il faut voir ce qui va se passer ailleurs. Parce que c'est beau, le Québec, là. Mais on ne vend pas 200 millions de véhicules au Québec, là. On vend au Canada 1,7 million par année à peu près, ce qui est moins que la Californie à elle seule. Donc, il faut voir ce qui va se passer aux États-Unis aussi. Parce que si le marché américain s'effondre au niveau des voitures électriques, il n'y a pas beaucoup de manufacturiers qui vont vouloir continuer d'investir autant. Puis là, j'entends d'ici les partisans dire « Oui, mais ça se vend, les voitures électriques. » C'est vrai, ça progresse, mais ça ne progresse pas au rythme où on devrait pour atteindre les objectifs prévus. Oui, le dernier trimestre, là, ça a été exceptionnel, mais on regardera dans 6 mois où on en est rendu. Prenons l'exemple de l'Allemagne. On lisait il y a quelques jours dans les journaux 27,4 de baisse des ventes de voitures électriques en Allemagne depuis qu'on a coupé toute aide financière. C'est énorme comme baisse. Alors, il faut voir ce sera quoi la tendance. Et on a un voisin du Sud qui, en plus de vouloir nous annexer, n'est pas tout à fait sûr quant à sa décision par rapport aux voitures électriques. Ça aussi, ça va avoir un impact sur ce qui va se passer chez nous. Il faut revoir l'objectif 2035. Il faut revoir l'objectif de façon logique. Et moi, je vous donne mon truc. J'en parle, puis je le dis à qui veut bien l'entendre. 2035, au lieu de dire que c'est 100 électrique, 2035, il faut dire que c'est 100 électrifié. Ça peut être l'hybridation légère. 2040, au moins hybride, chaque véhicule vendu. 2045, au moins hybride branchable. 2050, on arrive avec des voitures électriques. Là, on pourrait avoir un calendrier qui serait logique pour tout le monde, pour l'industrie automobile et pour la clientèle qui, tranquillement, pas vite, pourrait, avec les nouvelles technologies,
s'en aller vers les véhicules électriques et là, voir une logique en arrière de ça, ce qu'on ne voit pas présentement. Alors, les gouvernements sont mêlés comme un jeu de cartes et on va devoir le suivre encore au cours des prochaines semaines et de la prochaine année. Restez là, on ne les lâchera pas et on va suivre leur décision qui va venir là, très bientôt. 1er avril, date très importante. Exactement. C'est le fun à suivre, messieurs. Oui, effectivement. C'est un grand changement dans l'industrie et ça va être partout comme ça. Alors, ça va être une année mouvementée, je vous l'ai dit tantôt. Absolument, oui. On n'a pas fini de jaser. On jase de Honda, Nissan au retour de la pause. Ça a-tu du bon sens? Ça a-tu pas de bon sens? On en discute, restez là. Voilà de retour. Il n'y a pas tellement longtemps, on apprenait que Nissan avait à peu près 12 à 14 mois de liquidité pour survivre et on devait trouver un partenaire. Alors, on s'est mis à la recherche d'un partenaire financier et là, surprise, le nom de Honda a fait surface au détriment de d'autres constructeurs comme Toyota, qui est quand même son voisin, ou d'autres grands de l'industrie. C'est un petit peu surprenant. Alors, pour en discuter, Jacques, bienvenue, Marc Bouchard. Quelle surprise! Alors, Marc, explique-moi un peu la situation de qu'est-ce qui se passe présentement. Bien, effectivement, tu l'as mentionné. Chez Nissan, on a avisé que il y a des membres de l'exécutif qui ont dit que finalement, il n'y avait peut-être plus d'argent pour 12 à 14 mois. Et on se rappelle que Nissan faisait partie d'une alliance déjà avec Renault et Mitsubishi, alliance qui avait été créée par Carlos Ghosn, monsieur boîte de son, là, qui est sauvé du Liban. Cette alliance-là est en train de se décomposer littéralement. Renault était propriétaire de 46 % de Nissan. Là, ils sont rendus à peine à 30 % des parts. Ils se sont vraiment délestés de tout ce qu'ils voulaient toucher. Ils ont pris ce qu'ils voulaient chez Nissan, ils n'ont rien donné, puis ils sont partis avec le cash. En gros, c'est un peu l'image que ça donne. Alors, évidemment, là, Nissan se retrouvait un peu mal pris et ils ont besoin d'un support parce que Nissan, c'est pas une si grosse compagnie. Ils ont besoin de support au niveau technologique, au niveau fabrication, au niveau globalisation parce qu'ils veulent être un peu partout dans le monde. Donc, ils ont besoin de support. Donc, l'association, au départ, ça a commencé en discutant avec Honda où on a commencé à parler un peu d'association et on a signé une entente pour éventuellement en arriver à une fusion. Mais Nissan est arrivé en disant « c'est le fun, mais nous, on a un partenaire avec lequel on est très proche et on voudrait qu'il fasse aussi partie de tout ça, et c'est Mitsubishi. » Donc là, on est actuellement... Les trois ont signé l'entente. Entente de négociation, je le répète, c'est pas une entente, ils n'ont pas décidé encore comment ça pourrait marcher, c'est une entente où ils s'ouvraient à la négociation et ce seraient les trois ensemble, ils deviendraient le troisième plus grand groupe automobile au monde, ce qui serait quand même pas rien. Et l'idée, en fait, c'est de faire un partage, je l'ai dit, de technologie et un partage de fabrication. Donc, dans certaines usines, par exemple, je pense à celle de Nissan au Tennessee, on pourrait utiliser celle-là, ça, pour faire des Mitsubishi ou des Honda, par exemple, et ainsi de suite. Surtout en électrification, parce qu'on a une usine qui fabrique des Leaf aux États-Unis. Ouais. Exactement. Et justement, c'est que ce qui est intéressant de cette entente potentielle-là, c'est que chacun a des capacités différentes. Honda, bien, on le sait, n'a pas vraiment rien développé au niveau de l'électrification jusqu'à maintenant. Oui, ils ont présenté là, les Honda Zero, mais quand même, ils sont... Tu sais, c'était avec Ultium, c'était avec General Motors qui ont développé le Prologue. Donc, ils ont besoin d'un peu de ressources de ce côté-là. Nissan était un leader au niveau de l'électrification avec la Leaf. Ils ont aussi le e-Power, qui est super intéressant parce que c'est un prolongateur d'autonomie efficace. Du côté de chez Mitsubishi, on a l'hybridation branchable, mais on a surtout le rouage intégral SAWC, qui est parmi les meilleurs au monde. Donc, on a de chaque côté des capacités différentes. Honda, je me demande qu'est-ce qu'on amène chez Nissan. C'est les plus gros. Il n'y a pas grand-chose. Honda, c'est les plus gros. Et je sais que c'est les plus gros, mais dans tous les segments de véhicules qu'on vend, Nissan et Mitsubishi sont capables de combler ces segments-là. Du côté de chez Nissan, on a les camions qu'on n'a pas non plus du côté de chez Honda. Alors, moi, je pense que Honda a tout attiré de Nissan. Exactement ce que Renault a fait. Puis ils n'ont rien donné de l'autre côté, ce qui fait que l'alliance a tombé. Mais par contre, Honda est plus riche.
est pas mal plus riche que Nissan. Et actuellement, Nissan, je veux dire, s'il te reste 12 mois pour payer ton hypothèque, ça se peut que tu te cherches une deuxième job. Là. C'est un peu ce que Nissan est en train de faire en allant chercher un investisseur potentiel. Mais ils ont quand même des capacités de production aussi, Honda. Tu sais, qu'on prenne les usines canadiennes, par exemple. Ni Mitsubishi ni Nissan n'ont aucun pied à terre au Canada, mais Honda a une usine extrêmement performante en Ontario. Donc, ça pourrait aussi être un partage à ce niveau-là. Donc, moi, je vois ça d'un bon œil, mais il faut faire attention que ça ne soit pas excusez l'expression, un one-man show. Il ne faut pas que Honda décide de s'asseoir, comme l'a dit Carlos Ghosn, dans le siège du conducteur et qu'il garde les deux mains sur le volant tout seul. Il faut vraiment que ce soit un partage, et ça, c'est ce que les prochaines négociations vont donner. Là. Ouais. Et Honda, il ne faut pas oublier qu'Honda a de l'argent pour une raison aussi, c'est que Honda, c'est le plus gros manufacturier de moteurs au monde. Alors, ils fabriquent les moteurs pour les zip-zip, les scies à chaîne ou je ne sais pas trop quoi. Ils ont des moteurs tout partout. Alors, eux, ils ont de l'argent qui vient de tout partout, Honda. Et ça n'a pas l'air d'être des gens qui dépensent beaucoup, parce qu'au niveau de l'électricité, on en parle, ils n'ont pas été loin là-dedans. Alors, ils ont un avantage, justement, à s'affilier avec Nissan, selon moi. Mais on va voir au cours des prochaines semaines comment est-ce que ça va se dérouler. Moi, bien, c'est surtout au niveau des... Moi, je pense que le grand gagnant là-dedans, c'est celui qui ne parle pas, c'est Mitsubishi. Ouais. Mitsubishi pensait vraiment être capable d'aller chercher des plateformes du côté de chez Renault pour arriver avec des petits véhicules. On pensait arriver avec des véhicules aussi différents, des petites berlines qu'on aurait pu aller chercher ou une berline qu'on aurait pu aller chercher du côté de Renault. Et ça n'a jamais fonctionné. Renault n'a jamais laissé aller des plateformes, des moteurs ou des... On n'a pas embarqué dans ce partage-là avec Nissan et Mitsubishi. Par contre, on est allé chercher de la technologie. Maintenant, est-ce que du côté de chez Mitsubishi, on va être capable d'aller chercher davantage de technologie ou de plateformes pour diversifier sa gamme parce qu'on en a besoin du côté de Mitsubishi? Je pense que ça peut être les grands gagnants de cette alliance. Et il faut voir ce que Mitsubishi va faire prochainement parce que je vous rappelle que jusqu'à il y a 6 mois encore, et c'est probablement toujours le cas, Mitsubishi nous annonçait 5 nouveaux véhicules d'ici 2 ans. Ça veut dire qu'ils ont déjà des produits qui sont prêts à être produits quelque part, à être manufacturés quelque part. Donc, j'ai bien hâte de voir ce sera quoi, ces produits-là, ils seront basés sur quoi, puis de quelle façon ils vont pouvoir s'intégrer à l'intérieur des 2 autres compagnies aussi. Oui, parce qu'on voit qu'on a utilisé le Rogue. Donc, Rogue et Outlander, on les a jumelés. Maintenant, est-ce qu'on s'est jumelé les nouveaux produits avec Nissan ou on s'en allait avec Renault? Là, ça, c'est... on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, mais on sait que c'était une catastrophe, là, l'alliance avec Renault. Ça n'a jamais fonctionné. Les 2 compagnies se faisaient la guerre pour diriger tout le consortium et il n'y avait pas de décision qui se prenait. Donc là, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner. Sauf que Nissan, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau pour Honda. Tu sais, Nissan, c'est pratiquement plus gros qu'Honda encore en termes de vente de véhicules, de réseau de concessionnaires. Sont forts dans certains marchés où Honda ne sont pas. Ça pourrait être intéressant, mais si on jumelle les 2 avec les mêmes finances, est-ce que Nissan ne pourrait pas tirer Honda vers le bas et les rendre plus fragiles au niveau financier? Mais c'est pour ça que Honda a un peu mis à la condition, parce qu'au Canada, on va rassurer tout le monde, au Canada, Nissan, ça va bien. 12,2 d'augmentation. En Amérique du Nord, Nissan, ça va bien. Non, aux États-Unis, ça ne marche pas. Aux États-Unis, ils sont allés chercher quelqu'un pour faire une job de bras. C'est Christian Meunier, qui est l'ancien président de Nissan Canada, qui a été président de Nissan Brésil, qui a été président de Jeep Monde. Et lui, c'est un redresseur. Quand il est arrivé chez Nissan Canada, ça marchait so-so. Quand il est parti, Nissan vendait plus de 100 000 véhicules par année pour la première fois de son histoire. Alors, on a vraiment été chercher Christian Meunier pour y faire la job de bras. Parce que c'est la condition d'Honda. Il faut que le marché nord-américain, notamment aux États-Unis, soit plus performant. Chez nous, le groupe Nissan, incluant Infiniti, si vous regardez les ventes de 2024, c'est 12,2 d'augmentation. Il n'y a pas de problème au Canada comme tel. Mais... clairement, on va être obligé de suivre la vague internationale. Puis je suis pas sûr que... Attendez-vous à ce qu'il y ait quelques coupures au niveau chez Nissan Canada aussi au cours des prochains mois. Là. Merci, messieurs. Plaisir. Alors, au retour, les nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Restez avec nous.
Voilà, nous sommes de retour. C'est le temps des nouvelles de l'industrie avec Marc Bouchard. Alors, Marc, plusieurs nouvelles de l'industrie. Évidemment, il y a un salon important qui court présentement. Oui, le CES. Mais avant de te parler de ça, j'ai vu de nouvelles, je dois le dire, et on va rendre hommage à nos amis du Guide de l'auto qui ont sorti l'exclusivité. La Kia EV6 GT va disparaître du catalogue au Canada. OK. Tu te rappelles que c'est la version la plus, je te dirais, musclée, la plus puissante, la plus... Est-ce que ça va affecter la Ioniq 5N? Parce qu'on sait que c'est à peu près l'équivalent, même si la Ioniq 5N est plus performante. Pour le moment, il n'y en est pas question. Mais on sait qu'effectivement, elle ne sera plus offerte au Canada. Il faut dire que, bon, le nombre était assez limité. Le prix était incroyable. On parle de 69 000 de base, plus tout ce qui venait avec. Bien sûr, en tout cas, disons que ça ne courait pas les rues, les V6 GT. Mais donc, c'est la fin de la V6 GT. Parce que j'ai vraiment aimé cette voiture-là. C'est performant, fun à conduire. Mais j'ai une question. En même temps, Kia a lancé au Salon de Los Angeles la EV9 GT. C'était pas rien à comprendre. Honnêtement, j'avoue ne pas comprendre cette politique-là. En tout cas, bref, pour le moment, on sait que si vous voulez une V6 GT, c'est le temps d'aller en chercher une parce qu'il n'y en aura pas d'autres très longtemps. Tu as parlé du CES, là, le Consumer Electronics Show, qui est en train de devenir un salon de l'auto, littéralement. Il y a de plus en plus de manufacturiers qui profitent de l'occasion pour présenter des choses. Je vous en parle pas très longtemps, mais Toyota a présenté un truc de ville, le Woven City. C'est un peu particulier. Il y a eu un accueil très, très froid de la part du public. Ça me fait penser à ce que BYD avait présenté à Détroit il y a à peu près 12 ans. Oui, exactement. C'est un peu le même genre. Et d'ailleurs, quand la vidéo s'est terminée, le président de Toyota est obligé de lancer lui-même les applaudissements parce qu'il n'y a personne dans la salle qui applaudissait. Petit malaise. Fait qu'on n'insistera pas là-dessus. Par contre, il y a des affaires beaucoup plus performantes, notamment du côté de BMW. On nous a présenté un nouveau tableau de bord qui va arriver sur la nouvelle voiture, la New Class. Tableau de bord particulier, hein? Extrêmement compliqué. Je trouve pas d'autres mots que ça pour l'exprimer. Sur le volant, il y a 18 boutons. Ce qui est particulier, cependant, c'est que certains de ces boutons-là se désactivent ou s'éteignent quand tu n'actives pas le système qui les relie. Alors, tu ne touches pas au régulateur de vitesse, tes boutons pour le régulateur de vitesse vont s'éteindre, tu ne les verras pas. Ça permet au moins de concentrer l'attention au bon endroit. Mais bon, évidemment, tu as aussi tout un panneau que tu peux personnaliser. Tu peux déplacer tes icônes en les glissant comme tu fais sur une tablette, par exemple. Et le côté le plus troublant, à mon avis, c'est le côté genre intelligence artificielle qui apprend. Parce que le système va utiliser tes habitudes de conduite pour t'en suggérer. Alors, par exemple, tous les matins, toi, tu arrêtes de prendre ton café dans tel restaurant. Mais quand tu vas entrer dans la voiture chez vous... Tu vas avoir le parcours. Il va avoir le parcours pour t'indiquer que tu t'en vas là. Tu auras évidemment le choix de l'annuler, mais n'empêche que c'est ça. C'est un peu particulier. Ça pose des questions quant à la préservation des données personnelles, mais quand même, Bon, la planche de bord au loin, à grande dimension, je dois avouer que dans le Lincoln Nautilus, j'ai trouvé ça bien intégré. J'ai apprécié. Je pense que ça va devenir la norme dans l'industrie automobile. BMW arrive avec ça. C'est juste que faut qu'on arrive avec des choses un petit peu plus faciles à utiliser chez BM. On sait qu'on était très innovateurs avec les premiers à utiliser la molette, par exemple, pour le fameux iDrive, aller jouer dans le système. On est en avance sur notre temps dans plusieurs choses chez BM, mais on complique un peu les affaires. Les commandes gestuelles chez BM, c'est encore les seuls qui ont ce genre c'est beau, d'affaires-là. là, c'est moderne. C'est magnifique, c'est super beau, mais quand tu conduis, tu commences à chercher tes boutons, ça se peut que tu après quelques semaines. J'imagine. 2-3 accidents, quelques semaines, tu seras du familier. Exactement. Honda, évidemment, qui a profité aussi du CES pour présenter ces deux concepts électriques qu'on appelle les Honda Zero, donc une version VUS, une version moins VUS. Écoute, c'est quand même des véhicules qui vont sortir, dit-on, en 2026. Ben non. Oui, et on a affirmé, la version VUS, on dit qu'il va être construit dans l'usine Honda en Ohio et qu'il va sortir dans la première moitié de 2026. On va redessiner... Ouais. Je peux suggérer qu'on redessine un peu l'arrière. Le reste, c'est correct. Mais Honda a présenté ça comme des prototypes. D'habitude, ils nous présentent des concepts. Ouais. Alors là, il y a... Des prototypes, ça, c'est près de la production. D'habitude, moi, je pense... En tout cas, je sais pas. Fait que j'avoue que je trouve pas ça particulièrement joli, mais bon, qu'est-ce que tu veux, la partie arrière... Mais la copie, là, de la Gallardo, ils sortiront pas ça, là. Non, ben non.
On passe ça de même, là. Ben, c'est ils sûr. ont dit que oui. Celui-ci, c'est un prototype. Oui, mais tu sais, en tout cas... T'as vu l'arrière de ça? Oui. C'est épouvantable. Effectivement. L'autre particularité, c'est que le système qui va gérer tout ça s'appelle Asimo. Ça te rappelle quelque chose? Ah, le petit robot. Asimo, c'était le petit robot. Donc, en hommage à leur robot qu'ils ont désactivé depuis le temps, ils ont décidé de le faire, de l'utiliser comme ça. On va sauter toujours au CES, par exemple. Sony, qui a finalement présenté sa voiture faite en collaboration avec Honda, d'ailleurs. Elle s'appelle la Afeela 1. Si tu la veux, tu peux la commander, mais à condition de rester en Californie. Et elle vaut 89 900 $, ce qui est, bon, on s'entend pour dire un peu dispendieux. Par contre, évidemment, ce qui est très particulier, c'est le système sonore, système 360, Spatial Sound qu'il y a à l'intérieur. C'est très particulier, mais bon, l'idée, c'est qu'on veut concurrencer la Tesla modèle S Plaid. On veut aller offrir quelque chose qui Tu va vas être... l'entretenir où? T'as-tu un réseau de distribution? T'as-tu un réseau de fait, pièces? C'est fait par Honda. Fait que j'imagine qu'Honda va être en mesure Chez les de le faire. concessionnaires Honda, ils n'ont pas entendu parler de rien. Ben, ça va être en Californie pour le moment. Et pour ton information, si tu veux une Afeela One Origin, ben tu as tout le choix de toutes les couleurs à condition que ce soit noir. Parce que l'intérieur est noir et l'extérieur est noir. Tu n'as pas d'autres possibilités. Dans les autres nouvelles, on pourrait peut-être revoir un véhicule qu'on a déjà connu, le Nissan Xterra. Nissan Xterra, parce que Nissan a redéposé la demande de brevet pour le nom. Et ils ont jusqu'en 2027 pour l'utiliser. Il a été octroyé donc aux États-Unis. On sait que c'est un véhicule qui a été très, très populaire à une certaine époque. Donc, on pourrait effectivement avoir un véhicule Xterra, ce qui ne serait pas une mauvaise chose. Dans la série des autres nouvelles aussi, le Volkswagen ID4, le fameux ID4 que l'on attend... parce qu'on a arrêté les ventes longtemps en raison d'un problème de portière. Bien là, enfin, Volkswagen a reçu les pièces. Ils disent aux propriétaires, rappelez-nous, on va être en mesure de faire les rappels, de corriger ça. On va faire une mise à jour logicielle en même temps. Mais on a recommencé les ventes. C'est la bonne nouvelle. Et Volkswagen s'est engagé à donner le 3 000 $ de différence parce qu'évidemment, les gens, même s'ils avaient commandé avant le 31 décembre, n'ont pas pu avoir le 5 000 $. Donc, Volkswagen va donner le 3 000 $, nécessaire pour compenser les pertes de tout le monde. Et le 1er février, ça va commencer à être problématique. Pourquoi? Exactement. Parce qu'on n'aura pas eu le temps de tout livrer les véhicules. Là. Non, puis parce que ça prend 3 ou 4 heures par véhicule. Oui. Et il y en a beaucoup à livrer, là. Effectivement. Donc, probablement que ça va coûter cher à Volkswagen parce que ceux qu'on va livrer en février et en mars... Ça va être 5 000 qu'on va donner, là. Et voilà. Exactement. Une dernière toute petite nouvelle. Ram HD 2025 Cummins, un véhicule qui a été redessiné, des nouvelles capacités. Écoute, 36 610 livres de capacité de remorquage. Littéralement, tu peux déménager ta maison avec les meubles dedans. C'est incroyable. Alors oui, c'est un véhicule qui est magnifique. Je trouve qu'on l'a bien redessiné. Absolument. Merci beaucoup, Marc. Fait plaisir. Alors voilà, c'est tout. On revient immédiatement après la pause. Restez là. Ce segment est une présentation du réseau des garages recommandés CAA Québec et de B-Lepage Autoservice. Visitez caaquebec.com pour trouver votre garage. Voici de retour 670-9078, poste 230 ou encore virage à télémac.tv ou via notre Facebook. C'est la façon de nous rejoindre, nous poser vos questions. Messieurs, on en a plusieurs. On va y aller immédiatement avec la première question, un peu embêtante. Je regarde pour une Honda Prius All-Wheel Drive neuve pour faire du Québec-Montréal-Toronto. Je suis représentant 40 à 60 000 km par année. Est-ce qu'il y a plus économique que la Prius? Parce que je pense aussi à une BMW Série 5 diesel. Donc, on est à l'opposé au niveau confort et rendement et prix. Et prix. En fait, juste le prix, on va établir ça tout de suite. L'autre élément, c'est que ça va être une 2024, la Série 5 diesel, parce qu'il n'y en a pas en 2025. Du moins, pas encore. On ne pense pas que ça va arriver non plus. On mise plus sur l'électrification que le diesel. Donc, ça va être un autre problème. Beaucoup plus cher d'entretien aussi, plus cher à rouler. Donc, écoutez, c'est un choix plus agréable à conduire, je vous le donne sans aucun équivoque, mais évidemment. La Prius, elle est très économique, c'est vrai. Pour 50 000 km par année,
Oui, c'est une bande routière, mais ça me semble beaucoup. On a amélioré un peu le confort avec la nouvelle génération, par contre. Ouais, mais tu sais... Mais c'est pas au niveau d'une série 5. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'il n'y aura pas beaucoup de voitures plus économiques que ça. Oui, il y a la Honda Civic hybride, oui, il y a la Corolla hybride, qui sont à peu près dans les mêmes codes de consommation, mais il n'y aura pas beaucoup plus économique qu'une Prius hybride, c'est clair. Économique en entretien Oui. aussi, et en fiabilité. Ça, Donc, c'est l'autre élément. c'est éprouvé pour du haut kilométrage. Ouais. Moi, j'irais avec la Toyota Camry si j'avais regardé. Parce que quand je regarde que tu proposes un BMW et que tu proposes une Prius, bien, la différence de prix entre les deux, tu vas être on est capable de s'acheter une Toyota Camry hybride qui va être une bonne Bon routière, qui va être confortable, qui fait du kilométrage. Les gens sur le taxi, n'importe quoi, ont roulé ça pendant des 400-500 000 km sur le taxi. Alors, quelqu'un qui fait du chemin avec ça, il va quand même avoir un certain confort et une certaine économie, selon moi. Il va avoir une voiture qui va durer. Effectivement. Très bon choix. Voilà. On regarde pour un Buick encore 2018, près de 100 000 km, propre, impeccable, à 15 000 Les pneus d'hiver sont inclus, c'est ainsi de l'année. Une chance qu'ils sont là. Important. Sinon, on ne peut pas vous la livrer. On n'a pas le droit de la être livrer. dessus pour ça. Buick encore 2018, 100 000 km. Pas cher. Honnêtement, on regardait rapidement à un moment donné, on discutait, puis ça joue aux alentours de 17, 18, 19 000, un Buick encore de ces années-là. Évidemment, avec un petit peu moins de kilométrage, mais n'empêche que c'est à peu près ça. Donc, à 15 000 faites-le inspecter comme il faut pour vous assurer qu'il n'y a pas de problème particulier. Mais c'est un choix intéressant, le Buick encore, même si je préfère le Buick encore GX, là, qui est un petit peu plus gros. S'il est chez un concessionnaire ou un vendeur de voitures usagées, c'est pas trop facile de les faire inspecter, mais en tout cas, essayez d'avoir un bon aperçu de qu'est-ce qui a vraiment l'air, le véhicule. Et vous avez quelqu'un qui connaît ça vraiment avec vous aussi. Mais 15 000 c'est achetable. C'est à peu près dans les prix. Moi, je suggère une garantie moteur sur le véhicule. Il y a eu quelques petits cas ici et là. Alors ça, c'est ce que je suggère pour ce véhicule. On regarde pour un Telluride pour tracter 2 motoneiges. Souvent, je fais le parc des Laurentides. Donc, comme il n'y a pas de neige, tout le monde s'en va dans le parc des Laurentides avec leur véhicule. Et là, on veut un Telluride. Alors, rien à dire. Allez-y, amusez-vous. Beau véhicule qui devrait avoir une mise à jour, par contre. Là. On l'oublie un petit peu du côté de chez Kia. Je pense qu'il va changer là, au cours des prochains mois. Tu penses qu'ils n'ont pas de mise à jour? Oui, mais Kia est fort, mais le Telluride, je m'attends à ce qu'il soit revampé. Oui, mais c'est ça. Ils vont comme probablement y arriver avec un look un peu plus proche de ce que le V9 donne. Mais oui, mais au niveau du remarquage, 2 motoneiges, là, je veux dire... On va dire, comme ils disent, 2 doigts dans le nez. Dans le parc, c'est sûr que dans le parc, il y a des côtes, là, mais ça se fait quand même assez bien. Absolument. On s'amuse avec ce véhicule-là. Beau produit. Hyundai offre la Palisade si vous voulez plus de luxe ou un côté différent. Mais j'ai un petit penchant pour le Telluride qui C'est chaud, le look beaucoup plus... qui est plus beau. La grosse calandre du Palisade, il me semble qu'ils ont un peu passé à côté. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire avec le Telluride. Mais une valeur sûre, surtout pour tracter ces 2 petites motoneiges. Infiniti QX55, ça, c'est le coupé. Pour au moins 7 ans. Est-ce que c'est un véhicule à problème? Donc, on fait de 7 à 10 000 km par année. Il n'y a absolument pas de problème. Vous n'aurez pas de véhicule à problème à 7 000 km par année. Là. Si vous l'entretenez, vous n'aurez pas de problème. C'est pas le meilleur des véhicules. C'est pas le plus performant des véhicules, mais ça fait le travail. Il était juste peut-être un peu cher par rapport à sa catégorie et à ses performances, mais c'est quand même un véhicule qui est honorable pour 5 000 km par année. Là. Il y a une belle finition qui est un attirant. Infiniti. Qui est attirant, moi, je trouve. Puis, justement, en tout cas, le kilométrage, il pourrait faire 20 000 km, puis il n'y aurait pas de problème plus. moi je pourrais y aller vers ça si c'est ça que j'aurais le goût d'acheter comme véhicule. Meilleur petit véhicule all-wheel drive pour livrer du courrier en région. C'est pour remplacer mon Ford Escape qui a fait le travail, mais qui a souvent des petits pépins ici et là. Donc, on veut un petit sport utilitaire all-wheel drive pour livrer du courrier. Moi, je vous avoue que dans ce cadre-là, je suis un petit peu fan de Subaru. Je trouve que le Crosstrek, par exemple,
pourrait être un excellent choix parce que le rouage intégral est vraiment efficace, ça va bien, c'est un véhicule qui est fiable, qui n'a pas de problème connu. C'est le genre de véhicule qui, à mon avis, est tout à fait adapté à ce genre d'usage-là. Vous avez un espace de chargement qui est un peu plus petit que l'Escape, hein, on va se le dire, mais quand même, vous avez un véhicule qui est agréable. Moi, j'irais vers le Crosstrek de Subaru. Forester, il y a plus d'espace un petit peu. Pas mal plus cher, Puis, il n'y a par pas exemple. beaucoup, oui, mais au niveau du prix, surprenant à part que d'aller vers un véhicule. Tu regardes un hardback, quand tu achètes un hardback de base, tu as toute la traction, tu as tout le même rendement au niveau mécanique et tu as de l'espace. Je ne sais pas ce qui transporte de courrier, c'est-tu un papier comme ça ou c'est une boîte ou quoi que ce soit? C'est un Ford Escape fait le travail. Oui. Il n'y a peut-être pas besoin de tout l'espace d'un Forester, mais c'est du Peut-être confort et Jacques vous fait dépenser de l'argent de plus. Ben non, C'est mais ça, c'est selon ce que peut-être vous ta disiez. compagnie va grossir. Peut-être pas. on sait Avec pas. le budget de Jacques, moi aussi, hein? Toujours dire, avec son argent, mes idées, on va aller loin. Oh, c'est tout ce que ça prend. Mais vous pouvez aller voir du côté, le Kona peut faire un Kona, c'est travail. l'espace de chargement qui est Un vraiment travail. petit. Ouais. Les Kona Niro, il faut aller dans le sportage. Là, on peut aller dans l'hybridation. Et là, ça monte, mais vous avez des beaux choix. En matière de rouage intégral, je répète, moi, je suis un fan de Subaru à ce niveau-là, ça, c'est Absolument. clair. là. Quelle sera la prochaine grosse sortie dans le véhicule électrique pour 2025 et les années à venir? Écoutez, c'est sûr que le véhicule qui, à mon avis, va être très important, qui va arriver bientôt, c'est le Kia EV3. À mon avis, c'est celui qui risque d'être, j'aime pas l'expression anglaise, là, mais un game changer. Parce que si on arrive avec un tarif intéressant et avec un petit véhicule agréable à conduire, 100 électrique, abordable, ça risque de faciliter l'adoption pour tout le monde. Lui, on le connaît, Oui. on l'a vu, on sait que ça en vient. GM parle d'une révolution avec sa prochaine Bolt, Oui. Moi, mais tu sais, mais on ne l'a pas vu. On ne sait pas à quoi elle ressemble, C'est puis on ne ça. sait pas dans quel prix, puis on ne sait pas le kilométrage que ça va nous donner. Mais moi, je pense que le prochain véhicule qui va changer les choses, ça va être le véhicule qui va nous arriver avec du haut kilométrage Ben oui. ou avec une nouvelle technologie de batterie. Mais là, on ne semble pas l'avoir parce que le Charger qui s'en vient, ça va être intéressant. Là. oui, mais ça demeure un muscle car électrique. C'est pas un véhicule qui est... Petit volume. Oui, Ouais. puis c'est pas un véhicule qui est passe-partout. C'est un véhicule qui s'adresse à une clientèle assez nichée. C'est pas pour monsieur, madame, tout le monde. Moi, je le trouve magnifique. Mais comme je dis, Mais c'est ça pas la s'adresse... grosse sortie, la grosse affaire. Je pense qu'on va avoir une continuité, Oui. puis on va attendre le prix de la Mais il n'arrive pas des batteries là, à fin 2025, 2026, les nouvelles batteries qui parlaient au Hey, Ah, t'as l'état solide. solide, oui. Ouais. Ouais, au phosphate, il y en a déjà, les LFP. Oui. Mais elles servent surtout à des véhicules qui sont moins dispendieux. La Mustang Mach-E, par exemple, d'entrée de gamme, c'est ça qu'elle a. Oui. Mais les prochaines, c'est l'état solide. Mais écoutez, Toyota nous dit 2027, Stellantis nous dit 2028. On verra ce que ça va donner. Ils ont déjà un Dodge Charger qui Oui. roule avec ces batteries-là en test Oui. présentement, mais on ne sait pas qu'est-ce que Mais Véhicule dont on ne parle jamais, par exemple, le Jeep Recon, que j'ai très hâte de voir. Le 100 J'ai hâte de voir le électrique. Un Wrangler 100 électrique, j'ai bien hâte de voir ce que ça va donner. c'est. Absolument. Merci, messieurs. Un plaisir. On se reparle la semaine Plaisir. prochaine. Merci. Voilà, c'est déjà tout pour Virage. J'espère que vous avez apprécié. On se reparle la semaine prochaine pour un autre Virage. Bonne semaine.